Bien, bonjour, bienvenue pour cette édition genevoise du festival Slow, à laquelle s'est associé la FEV, le supermarché paysan participatif de l'écoquartier des Vergers, ici à Meyrin. La FEV s'inscrit dans le cadre d'un projet alimentaire de quartier qui est un projet plus vaste que le seul magasin, que la seule coopérative de distribution, et qui vise à reprendre la main sur les filières de l'approvisionnement agroalimentaire. C'est ce projet qu'on va vous décrire pendant cette table ronde. Et pour décrire ce projet, il y a avec moi Thomas Descombes, qui est à la fois membre du supermarché paysan participatif et paysan à Choulais. Il y a Guillaume Emery, qui est membre de la ferme des Vergers, puisque un des éléments de ce projet alimentaire de quartier, c'est une ferme urbaine qui est localisée au cœur même du quartier. On vous en dira plus tout à l'heure. Et Joël Mutzenberg, qui est membre de Semences de Pays, et également du supermarché participatif. Semences de Pays, c'est une association qui, comme son nom l'indique, a pour but de produire des semences dans des conditions que tu nous expliqueras tout à l'heure. Voilà en deux mots pour le projet. On peut dire que c'est un projet qui est vraiment en phase de démarrage. Comme vous le savez peut-être, le magasin qui est actuellement situé au chemin des Arpenteurs n'a pas atteint la taille qu'il devrait atteindre et qu'il atteindra lorsque la grande fève sera construite à peu près devant nous là. Le magasin il va connaître une étape intermédiaire dite la moyenne fève, et puisqu'il va ouvrir d'ici la fin de l'année derrière les bâches de chantier que vous voyez là, donc dans une configuration un peu intermédiaire. Et la particularité de cette étape intermédiaire, ce sera la réception de 3 artisans, un boucher, un fromager et un boulanger, qui vont travailler au cœur du quartier et pour le quartier. Et c'est un acte de plus dans le projet de se réapproprier les filières de production, de transformation et de distribution de notre alimentation. On a intitulé cette table ronde Agriculture et changement climatique, parce que pour nous, la question du changement climatique est un axe très fort de l'engagement dans ce projet. Il faut dire que l'agriculture dominante, l'agriculture industrielle, qui aujourd'hui nourrit une grande partie des habitantes et des habitants de l'Europe et des États-Unis, a pour particularité d'être particulièrement inefficace en termes énergétiques. D'après un historien français qui s'appelle Christophe Bonneuil, à partir des années 60, l'agriculture a produit 2 fois plus de volume par hectare, mais en consommant 3 fois plus d'énergie fossile. On est donc dans un cadre qui prétend à une efficacité, à une rationalité scientifique, mais qui en réalité est très inefficace du point de vue de la consommation énergétique. Et dans ces conditions-là, il paraît évident que la production de notre alimentation est un facteur important du changement climatique. Sans parler évidemment d'autres éléments comme les questions d'urbanisme, puisque le système agroalimentaire actuel nécessite des supermarchés, c'est-à-dire des routes, des parkings, et mange beaucoup de surfaces dédiées à la production. Pour aller contre ce système, pour en proposer une alternative à ce système, eh bien, il faut se réapproprier concrètement à la fois des techniques de travail, des connaissances de travail, on vous en dira quelque chose tout à l'heure, mais il faut aussi réimaginer des systèmes, réimaginer des collaborations entre les différents acteurs, et c'est pour ça que c'est à ça qu'on travaille dans ce projet alimentaire de quartier. Voilà un peu le cadre posé. On va maintenant discuter un peu, et puis je propose du coup d'aller dans l'ordre du cycle biologique, c'est-à-dire de commencer par la production de semences,
Et peut-être, du coup, de te laisser la parole, Joël, pour présenter un peu Semences de Pays d'abord, et puis ensuite on verra peut-être qu'est-ce que la production de semences telle que vous la pratiquez peut apporter dans ce cadre du changement climatique. Alors, merci. Bonjour. Donc, Semences de Pays est une petite association productrice de semences à Genève. C'est la seule structure de production de semences qui existe dans la région. On a commencé ce travail directement à l'intérieur de la filière maraîchère. Donc c'était à la demande finalement de maraîchers que se sont mises en place deux structures en 2009 qui sont à la fois une production de planton par l'association Les Artichauts et Semences de Pays qui a commencé son travail à ce moment-là. Le manque de planton bio, de variétés plus diversifiées était de plus en plus clair. Des maraîchers essayaient de faire par eux-mêmes, disons, ce genre de production. Ils sont aussi lancés. Cocagne fait aussi un peu des plantons. Ils sont aussi lancés dans le travail de production de semences. Mais disons que c'était assez clair qu'il y avait un manque et qu'on pouvait construire cette nouvelle agriculture qui était en train de se mettre en place avec les différents maillons. Donc quand le projet s'est monté ici de ce quartier, d'un quartier qui décide ce qu'il mange, un projet agricole de quartier, un projet alimentaire de quartier, c'est clair que nous on a tout de suite été intéressés. Ça permettait, disons, ce qu'on avait déjà à travers les paniers à une certaine mesure, ça permettait de l'imaginer à une mesure qui nous paraissait plus efficace, dans le sens où on arrive à des plus grandes échelles et où on peut vraiment se dire qu'on joue sur le vrai terrain, c'est-à-dire que en fait, si on veut faire autre chose que la Migros, il faut aussi que la Migros ne fasse plus ce qu'elle est en train de faire parce qu'on le fait à la place. C'est-à-dire que quelque part, tant qu'il y aura une agriculture destructive, la planète elle va être détruite. Ce que nous, on doit arriver, c'est arriver à une échelle de production qui est l'échelle que tout le monde utilise. Donc en ce moment, on en est encore assez loin. Mais disons qu'un quartier comme celui-là permet, disons, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on arrive à faire, jusqu'où on arrive à le faire. Et donc, par rapport aux semences, Semences de Pays fait partie de la ferme des Vergers. Et donc, on a une parcelle. Merci. Dans la parcelle maraîchère, dans laquelle il y a déjà des porte-graines, donc des semences qui sont produites ici dans le quartier. L'intérêt, disons, par rapport au fait que la semence soit locale, on n'a pas besoin d'avoir une production de semences par quartier. C'est une échelle qui n'est pas du tout adaptée. Pour nous, une production déjà dans un périmètre dans lequel on peut se déplacer assez rapidement dans la journée, pour nous, est suffisant pour pouvoir avoir le contact. Ce n'est pas une question bioclimatique, mais c'est plus une question sociale, d'être en contact avec les gens. Et donc c'est pour ça que pour nous, avoir un point ici, au niveau de la communication, c'est très important. Ok, merci. Est-ce que peut-être tu peux dire quelques mots sur cette question de changement climatique, puisque la question du changement climatique et de l'agriculture, elle se pose finalement sous deux aspects. Un aspect, c'est changer le système, pas le climat, pour reprendre un slogan connu, c'est-à-dire œuvrer à une transformation sociale et environnementale qui aille, si possible, contre ce changement climatique. Mais c'est aussi la question pour les agriculteurs et les agricultrices, pour les paysans et les paysannes, de subir le changement climatique. C'est-à-dire notamment que on entendait là récemment des viticulteurs bourguignons qui signalent que si il y a 30 ans, l'achat d'un pied de vigne s'amortissait sur 50 ans, il s'amortit aujourd'hui sur 10 ans parce que l'évolution climatique est telle que des variétés plantées il y a 10 ans ne supportent plus le changement climatique. Et donc, il en est de même pour les semences, et d'où peut-être l'intérêt de les reproduire sur place, sur l'endroit où elles sont cultivées.
Alors, en tout cas, c'est sûr que les semences qui sont utilisées, qui produisent les légumes que la majorité de la population mange, sont faites dans des conditions neutres, on va dire. C'est une sorte de condition mondiale c'est adapté à la culture sous abri disons avec pesticides et tout le cortège. Là maintenant, le fait de faire de la semence in situ, à l'extérieur et dans nos climats, ça permet et de le faire le plus souvent possible. C'est-à-dire qu'on pourrait rentablement faire des fois une sélection tous les 15 ans, tous les 20 ans. Ça permettrait d'économiser beaucoup d'argent et de faire que ce soit moins cher. Nous, on préfère le faire tous les 2 ans, donc on fait 10 fois trop de travail par rapport à la rentabilité, mais c'est ça qui permet d'avoir des variétés adaptées. Une des questions qui se pose un peu à tous les étages de ce projet alimentaire, c'est de savoir jusqu'où aller grand. C'est-à-dire, à la fois on dit qu'on ne veut pas d'une agriculture industrielle, mais on dit aussi qu'on ne veut pas d'une agriculture qui ne soit pas significative en volume. On veut d'une agriculture qui nourrisse effectivement les populations. Et moi j'aimerais savoir par rapport à la production de semences, comment vous envisagez cette question-là, et notamment la spécialisation, puisque donc vous avez décidé de vous spécialiser dans la production de semences, ce qui est finalement un des traits de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que progressivement, depuis la fin du 19e siècle jusque dans les années 50, il y a des entités, des entreprises qui se spécialisent dans la production de semences. Donc là, vous répétez ce geste de spécialisation. Et quelles limites vous mettez à ça et comment vous envisagez cette question-là ? Alors ça, c'est un petit peu l'attitude un petit peu contradictoire de Semences de Pays qui est... On a vraiment l'idée de semences paysannes comme ça, qui est un peu le but vers lequel on veut atteindre, donc un but qui ferait disparaître notre métier spécialisé, ou en tout cas, pour nous, qui le ferait s'intégrer dans les autres structures. Nous, donc, du coup, des éléments comme ce qui se construit ici, où on peut être une des chevilles ouvrières d'un projet plus grand, on peut imaginer qu'on puisse fondre les structures et que, en effet, le travail soit... que la spécialisation, elle soit à l'intérieur de chaque ferme et non pas dans une structure qui soit mise complètement à part avec des clients externes. Donc, pour nous, il y a quand même un problème qui se pose. On se rend compte petit à petit aussi, en faisant le travail, de l'échelle à laquelle il est intéressant de travailler. Et c'est vrai que pour l'instant, on trouve qu'on arrive à travailler, à avoir une échelle un petit peu pertinente en ayant plus ou moins un espace de la taille de la Suisse romande, d'une région lémanique un peu agrandie, quoi. D'accord, merci. Je vous propose qu'on prenne les questions. Si vous avez des questions, vous en aurez sûrement. Qu'on prenne les questions une fois qu'on aura fait un premier tour de table. Et donc, je propose de passer la parole à Guillaume. Donc Guillaume, toi tu fais partie de la ferme des Vergers, c'est-à-dire de la ferme urbaine qui est implantée ici même au cœur du quartier. Est-ce que peut-être tu nous présentes un peu ce projet-là, cette coopérative ? Alors bonjour à tous. En effet, alors je suis membre de la coopérative agricole de la ferme du quartier des Vergers. Ça c'est le nom complet. Cette structure elle a été créée suite à un appel d'offres de la commune. On a 3 mandats principaux. Le premier, c'est l'entretien du quartier, donc l'entretien paysager. Le deuxième mandat, c'est la culture. Donc on fait de la culture de légumes sur 2 surfaces, sur environ 6000 m². Et le troisième mandat, c'est celui qui est un des plus importants, je pense, dans le projet alimentaire global, c'est la sensibilisation et la formation. Donc cette coopérative agricole, elle est composée de membres actifs, donc qui travaillent sur le quartier. Et aussi, c'est important, elle est composée de paysans externes au quartier, donc notamment Thomas et Jojo qui font aussi partie de cette coopérative agricole. Le but d'avoir des paysans externes, c'était de garder un lien fort avec l'agriculture environnante et pas se retrouver comme, on pourrait dire, une île un peu perdue au milieu de cette agriculture. On voulait avoir du lien avec l'agriculture extérieure. C'est pour ça qu'on a des paysans qui font partie de notre coopérative agricole. Donc, en termes de production purement agricole sur le quartier, c'est une petite production maraîchère qu'on a débutée en début d'année. Donc, c'est notre première vraie année de culture. Elle représente environ 6000 m².
Notre principal client, c'est la fève. On est aussi paysan participatif de cette fève, donc on participe à la vie et au travail dans le magasin. Et puis au-delà de la production, il y a un axe assez important qui est un axe, disons, pédagogique voilà. Et ça se manifeste. Là aussi, c'est un peu en démarrage, quoi. Mais ça se manifeste de quelle façon vous remplissez ce rôle de quelle façon? Alors en effet, c'est en démarrage. En plus, avec cette période un peu particulière Covid, c'était pas forcément une bonne année pour commencer la sensibilisation. Mais pour l'instant, le gros de la sensibilisation, ça a été d'accompagner les jardiniers, parce qu'il y a des jardins participatifs dans un peu tout le quartier. Ça a été un de nos mandats, ça a été d'accompagner les jardiniers par des formations, par des permanences, des présences dans les jardins pour leur transmettre les connaissances jardinières. Après, on va essayer de mettre en place, on est en train d'y travailler, des présences dans les écoles avec les élèves, avec différents ateliers. Et puis après, des présences aussi dans le quartier sur différents sujets. Oui, donc des animations ou des discussions sur des questions spécifiques. Et donc, tu as mentionné qu'il y avait du maraîchage, mais il y a aussi des arbres fruitiers, je crois, qui sont plantés. Oui, alors absolument, sur le quartier, il y a environ une centaine d'arbres fruitiers haute tige qui sont plantés et de nombreux aussi massifs de petits fruits. Alors l'idée de base, c'est quand même que ce soit des arbres et des fruits qui soient disponibles pour les habitants. Nous, on a mis en place un système où, à partir d'un certain moment, si les fruits commencent à être trop mûrs ou qui commencent à tomber, c'est nous qui prenons le relais pour les cueillir. Alors pour l'instant, les arbres fruitiers sont vraiment petits. Ils ont été plantés entre 4 et 1 année. Les petits fruits ont commencé à produire, mais la production réelle de fruits, elle sera, on va dire, d'ici 5, 6 ou 7 ans. Ouais, donc c'est un système de self-cueillette où les gens cueillent librement et puis à partir d'un certain stade de maturité, c'est vous qui prenez le relais. Pour l'instant, vous n'avez pas eu besoin de prendre le relais? Non, pour l'instant pas, en tout cas pas sur les fruitiers. Ok. Et il y a un autre élément dans cette ferme des vergers qui est l'ancienne ferme de la Planche, qui va vous servir de lieu de stockage de matériel, mais aussi de lieu de transformation et conservation de votre production. Est-ce que là aussi tu peux nous dire un mot? Oui, alors absolument. La ferme de la Planche, c'est la ferme qui se trouve donc à l'entrée du quartier, à côté de l'hôpital de la Tour, pour ceux qui situent. C'est une ancienne ferme que la commune est en train de rénover et va nous mettre à disposition comme bâtiment. Donc il y aura une partie, ça va être pour le stockage du matériel, tout comme hangar. Et l'autre grosse partie qu'on est en train de développer à l'heure actuelle, c'est un atelier qui serait aussi disponible pour nos paysans et collègues. C'est un atelier de lavage de légumes et de stockage de légumes et de découpe de légumes. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir, ce que la commune souhaite aussi, c'est de pouvoir travailler avec les paysans alentours pour leur crèche et leur cuisine scolaire. Et pour pouvoir prétendre à travailler avec ce type d'institutions qui ont des normes d'hygiène qui sont absolument énormes, on doit pouvoir fournir du légume qui est préparé, donc qui est déjà propre et découpé. Donc c'est un atelier qu'on est en train de mettre en place dans la ferme de la Planche. Et puis, donc sur cette question d'agriculture et changement climatique, on voit assez rapidement le lien qu'il peut y avoir et l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir une ferme au cœur du quartier, c'est-à-dire qu'évidemment on rapproche la production de la consommation. Donc ça c'est le point de vue, je dirais, théorique. Maintenant, vous êtes dans une phase de démarrage, donc vous ne voyez pas forcément tout très nettement. Mais quelles questions vous posez maintenant sur cette proximité, sur la possibilité de produire ou de ne pas produire, comment tu envisages ça maintenant du point où tu en es, hein? Ce n'est pas forcément définitif, on est vraiment dans une phase de démarrage du projet. Donc, Alors en effet, on est dans une phase de démarrage du projet, ça fait seulement 1 année qu'on est actif sur le quartier, mais déjà on voit les problématiques auxquelles on est confronté à vouloir faire de l'agriculture dans un quartier. Je pense quand même que l'agriculture, elle doit être faite pas forcément dans un quartier. On ne peut pas prétendre à nourrir l'entier d'un quartier avec l'agriculture qu'on ferait à l'intérieur de celui-ci. On est obligé d'avoir un lien avec l'extérieur. Ça, c'est une certitude et c'est pour ça qu'on a gardé ce lien dans notre coopérative. Après, on peut quand même arriver, en tout cas en maraîchage, à produire, je pense, de manière assez intensive sur des petites surfaces et d'avoir une production qui est quand même assez intéressante. Et notamment, on essaye d'axer notre production sur des légumes qui seraient difficilement transportables par nos paysans et notamment tous les légumes feuilles. Et c'est là-dessus qu'on essaie d'axer notre production.
Après, pour d'autres volets de l'agriculture, on se rend compte que, en effet, un quartier n'est pas imaginé pour faire de l'agriculture. Ça, c'est une réalité. Et on s'en rend compte à l'utilisation. Et à l'heure actuelle, on est à la recherche parce qu'on souhaite quand même développer un maximum ce côté agricole. Et on est à la recherche de terrains à l'extérieur du quartier pour pouvoir approvisionner le quartier en nourriture. Très bien, je propose à moins que tu aies d'autres éléments, je propose de s'arrêter là pour l'instant et de passer la parole à Thomas. Donc toi, tu as un peu une double casquette puisque tu es à la fois paysan à Choulais et tu es aussi membre du conseil d'administration de la FEV. Donc tu es comme les autres et comme moi membre de la coopérative, mais tu y remplis une fonction un peu plus centrale. Est-ce que peut-être tu veux nous présenter ta ferme et ton implication dans la FEV ? Alors en 2 mots, bonjour déjà. En 2 mots, ma ferme, je fais partie un peu du profil de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les nouveaux paysans. Donc je ne suis pas issu du tout d'une famille et de génération de paysans avant moi. Depuis tout petit, je rêvais d'être paysan et puis on m'a souvent découragé, mais je me suis entêté et j'ai trouvé le moyen d'y arriver. Le moyen d'y arriver, c'est de rencontrer, entre autres très tôt, les jardins de Cocagne et de créer la ferme sur la base des liens. Donc en fait de regrouper des gens qui voulaient manger en l'occurrence des légumes et à partir de ces liens, de ces engagements avec les gens, de créer la ferme. Et en fait la ferme est née comme ça. Aujourd'hui la ferme c'est une petite ferme, puis c'est une ferme où on cultive environ 25 hectares. Donc aujourd'hui c'est quand même dans le profil des petites fermes. Qu'on a réussi au fil du temps à diversifier. Donc on fait du maraîchage, on fait de l'élevage avec des brebis, avec des poules pour les œufs, avec des cochons. On fait de la transformation, on fait des farines, donc d'où la présence des cochons qui valorisent le son, etc. On essaye parce que je pense qu'on n'est pas du tout au bout de recréer une espèce de ferme diversifiée qui arrive à rémunérer les personnes qui y travaillent et qui n'a pas besoin d'accumuler les surfaces pour arriver à fonctionner économiquement. Puisqu'aujourd'hui, c'est ça le modèle industriel, c'est qu'on est persuadé que plus c'est grand, plus c'est efficace. Et donc, en fait, on est en train de créer des méga-fermes. Donc nous, c'est l'inverse. On part du lien avec les citoyens. Et à partir de ce lien, on crée une structure de production et on essaie de la diversifier pour qu'elle corresponde au lien qu'il y a autour. Puisqu'on veut tous manger un peu de tout, a priori. Et de cette suite logique, en fait, on en est arrivé à être parachuté dans le quartier des Vergers et dans le projet du SPP, puisqu'effectivement, on crée une ferme sur la base des contrats des personnes qui habitent la région autour, c'est une chose, mais en fait, il y avait quand même une insatisfaction de se dire qu'il y a plein de gens qui utilisaient ce lien comme un lien commercial comme un autre. Donc en fait, qui se satisfaisaient de recevoir leurs produits, ils étaient tout contents, mais en fait, on les voyait jamais, on les rencontrait jamais. On se disait, mais en fait, c'est comme s'ils allaient à la Coop ou à la Migros chercher un panier de légumes ou de produits chaque semaine. Donc le projet des Vergers, c'était vraiment l'occasion d'aller plus loin. Se dire, mais comment est-ce que réellement on peut relier la production avec la réalité d'un quartier et la diversité des habitants d'un quartier. Et comment est-ce qu'on arrive à recréer ce lien ? Et donc ça, c'est tout le projet en fait du SPP, tout le quartier des Vergers. Donc les réponses, je crois qu'on les a pas, on tâtonne, on avance petit à petit. Donc c'est ce qui est très très intéressant. Mais encore une fois, pour moi, la clé centrale de ce nouveau modèle d'approvisionnement, c'est vraiment le lien. Parce que derrière le lien, pour moi, il y a la prise de conscience. Si on prend conscience aujourd'hui des enjeux en termes d'alimentation, si on prend conscience des enjeux en termes climatiques, si on prend conscience des enjeux en termes d'agriculture, de revenus agricoles, en fait, tranquillement, on peut se rendre compte qu'il faut qu'on revoie le modèle proposé et qu'on essaye d'imaginer ensemble un nouveau modèle. Ce lien, donc, il est valable pour paysans et citoyens, réapprendre ensemble à voir comment est-ce qu'on peut redonner à chacun sa fonction, de celui qui veut manger des produits paysans et de celui qui est paysan et qui veut bien les produire, mais après de recréer des liens entre les paysans, puisque l'industrie a quand même énormément divisé l'agriculture, en donnant des fonctions très particulières à chacun. Chacun produit un produit particulier. Ceux qui produisent les mêmes, en fait, le but, c'est que celui qui est le plus fort en produise le plus. Donc ça crée des effets de concurrence qui sont assez destructeurs, puisque souvent, pour finir, le plus faible disparaît.
Et après, créer des liens entre les différentes fonctions artisanales. Donc typiquement, en créant les ateliers dans le quartier des Vergers, en installant un laitier, un boucher, un boulanger, c'est reprendre conscience qu'on doit remettre des gens ensemble pour permettre de repenser notre nourriture et de la préparer. Qu'un paysan seul ne pourra que proposer du blé, ne pourra pas proposer grand-chose d'autre, peut-être de la farine. Mais a priori, il n'a pas les compétences pour proposer du pain, bien qu'on le voit que ça se fait pas mal en France, dans des réseaux relativement restreints. Il y a tous les paysans boulangers qui se sont réappropriés un deuxième métier, qui sont aujourd'hui paysans boulangers. Mais aujourd'hui, ce que nous, on veut essayer de remettre, c'est remettre ces liens entre le boulanger, qui est une profession en soi, qui est un artisan, entre le boucher, le laitier, le paysan en amont qui produit les matières premières de ces artisans, et après tous les citoyens qui sont autour et qui nous aident à repenser ce qu'on veut manger, comment, à quel rythme, selon quelle recette, et repenser ensemble ce qui est possible. Merci. Peut-être je te poserai la même question, ou à peu près la même question qu'à Joël tout à l'heure. C'est-à-dire que en vous intégrant dans le projet des vergers, dans le projet alimentaire du quartier, vous faites une sorte de saut d'échelle aussi. Vous passez à un rapport qui est plus anonyme que le rapport contractuel, puisque tu n'as pas un contrat avec chaque consommateur et consommatrice, mais tu as un contrat global avec en l'occurrence avec la fève. Et qu'est-ce que ça change ? Comment vous gérez ça dans votre volonté de maintenir du lien, d'avoir du lien, de créer du lien ? Comment tu envisages ce changement d'échelle ? Alors moi je trouve que ça nous stimule encore plus justement à créer du lien. Puisque c'est vrai que créer un contrat avec un système d'abonnement de panier, une fois que c'est en route, je dirais que ça fonctionne presque tout seul. On peut se satisfaire de produire, de remplir nos cornets, de les distribuer. Une fois que le système est lancé, il fonctionne. Puis je crois que chacun, c'est là pour moi mon insatisfaction un peu et l'envie d'aller plus loin, c'est qu'en fait une fois que chacun a compris son rôle, ben ça tourne. Le seul problème, c'est que toujours qu'à côté, il y a Coop et Migros, et à chaque fois qu'on a tous le réflexe, quand il nous manque quelque chose, d'aller chez Coop et Migros, plutôt que s'interroger sur le système et de se dire mais pourquoi je suis si dépendant que ça et pourquoi on n'arriverait pas à faire autrement. Donc ça, c'est l'avantage du contrat avec le quartier, avec la fève, c'est que ce contrat, il est bien plus compliqué, puisque derrière le contrat, il y a effectivement la fève, mais derrière la fève, il y a tous les citoyens qui jouent le jeu de faire fonctionner notre propre réseau de distribution. Donc en fait, on est tout le temps en questionnement de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut produire ? Comment est-ce qu'on doit le produire ? Est-ce qu'on est sûr que les gens sont convaincus de ce qu'on fait et pourquoi on le fait ? Et j'ai l'impression que ça va toujours, ça va être la clé de la réussite, ça va être cette capacité à pouvoir communiquer et échanger sur est-ce que vraiment on se comprend. Et ça, je pense que c'est normal. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Je pense que si on veut réellement arriver à refaire du lien dans tout ce qui concerne notre nourriture, on doit arriver à retrouver la capacité de communiquer et d'échanger, voir sous quelle forme. Oui. Est-ce que peut-être une dernière question, est-ce que tu peux dire un peu dans votre pratique agricole sur la ferme, quelques éléments par rapport à cette question du changement climatique? Je sais par exemple, vous travaillez en traction animale en partie. Est-ce que tu peux dire un peu comment ça se passe pour vous, le mix tracteur, traction animale, etc. Alors effectivement, nous on a 1 hectare de production maraîchère et depuis 7 ou 8 ans, on travaille exclusivement en traction animale. Ce choix, en fait, il est venu au départ d'une simple curiosité, de se rendre compte qu'en fait, quand on travaille manuellement avec ce qu'on appelle un pousse-pousse maraîcher, ben en fait, on a une efficacité qui dépend que de nous-mêmes, qui dépend pas de la machine, qui dépend pas suivant comment des collègues, parce qu'il faut être plusieurs, parce qu'il y a la machine. Puis qu'en fait, on s'est rendu compte que l'animal pouvait amplifier notre capacité personnelle tout d'un coup, et qu'individuellement avec l'animal, on pouvait être beaucoup plus performant.
Et puis on était quand même confronté à la réalité aujourd'hui du sol. On a quand même une mécanisation aujourd'hui qui détruit énormément la structure du sol. C'est quand même une grosse problématique et tout le monde en est conscient. Tous les producteurs de machines y travaillent pour essayer de construire des machines les plus légères possibles, les moins violentes, etc. Mais on est toujours sur quand même des gros problèmes de plus en plus apparents sur plusieurs grandes zones de production intensive de la planète où le sol est en train de se tasser, de se compacter et n'est plus du tout un sol vivant. Et c'est vrai que même nous, à notre échelle, on s'est rendu compte que le maraîchage, c'est quand même une production très intensive. On arrive sur une même surface, on peut arriver à planter 4 légumes de suite sur la même année. Donc à chaque fois, c'est une intervention, à chaque fois, c'est une intervention au niveau du sol et c'est une perturbation de son fonctionnement. Donc c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas. La traction animale, c'est des interventions mais beaucoup plus douces. Ça dépend de la force de l'animal. C'est plus du tout la force de la machine. Voilà. Puis après, là autour, c'est créer la découverte du lien avec l'animal qui nous passionne beaucoup plus en fait que le lien avec la mécanique. Même si à l'origine, je reconnais qu'ado, j'étais passionné par la mécanique. J'ai découvert que le lien avec l'animal, c'est des fois bien plus compliqué, quoique, mais je trouve quand même beaucoup plus riche. Alors maintenant, faire le lien avec le changement climatique, au niveau de la structure du sol, j'en suis persuadé. Le reste, je ne m'aventure pas, parce que c'est sûr si on parle de consommation énergétique derrière, il faut reconnaître que ces animaux, il faut les nourrir, il faut reconnaître qu'on a la mécanisation derrière pour ramasser le foin et les fourrages derrière. Donc, je sais qu'au niveau de l'impact, au niveau du sol, c'est différent. Au niveau humain, c'est différent. Je ne m'aventurerai pas pour l'instant plus loin au niveau climatique. Ok, merci. Et peut-être encore une dernière question avant de vous donner la parole. Ce saut d'échelle qu'il a fallu faire pour s'intégrer à la FEV, ça a impliqué aussi de travailler en plus étroite collaboration, peut-être, tu me diras si c'est le cas ou pas, avec d'autres paysans participatifs, en l'occurrence avec Patrice Bercla à la ferme de Fémé et Myriam Duprat au jardin de Max. Et donc là aussi, c'est du lien à créer, c'est reprendre la main sur des collaborations entre paysans, ce que vous faisiez déjà un peu avec Tournerève, mais là, c'est dans le cadre d'une production maraîchère, ça veut dire que c'est quand même une production qui a un rythme plus rapide. Et là aussi, peut-être tu peux nous dire en quelques mots à quelles questions vous êtes confrontés maintenant, et qu'est-ce que ça suppose de recréer ces liens-là ? Le premier point le plus délicat, je pense effectivement, c'est comment permettre à des entreprises gérées individuellement, avec la réalité économique derrière il faut que ça fonctionne, parce qu'autrement il n'y a pas de salaire, puis autrement il n'y a plus d'entreprise au bout d'un moment. Donc comment arriver à faire exister cette logique, avec la logique de se dire, j'ai à côté de moi un collègue qui fait la même chose, et il faut que tous les deux on continue à exister et que tous les deux en existant, on arrivera à exister encore plus longtemps, on arrivera à se renforcer. Et ça, moi, je suis très surpris parce que même dans le petit monde aujourd'hui de ce qu'on appelle des ACP à Genève, donc l'agriculture contractuelle de proximité, dont l'origine est les jardins de Cocagne, c'est un très petit monde, mais très vite, on a commencé à voir apparaître un peu des craintes que l'autre puisse faire concurrence, puisse prendre des abonnés, que l'autre perde parce que l'autre a pris plus, etc. Donc en fait, c'était l'intérêt, dans le cadre des vergers, de se dire, on va vraiment aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va officiellement reconnaître qu'on produit ensemble pour la fève et on va partager ensemble un plan de culture. C'est-à-dire qu'en début de saison, on planifie ensemble la production de chaque légume de chaque ferme pour le quartier des vergers. Et après, au fil de l'année, on se donne de la souplesse pour régulièrement être en lien entre nous pour compenser effectivement là où il y a moins de production, là où il y a plus de production, pour arriver à entre guillemets, se dépanner. Mais sortir de cette logique de se dire, déjà je produis au maximum pour être sûr que mon système de production fonctionne.
Puis une fois que j'ai produit au maximum, je vais essayer de livrer au maximum. Puis peu importe, si le voisin passe après moi, j'ai gagné. Donc je vais essayer d'y aller au plus vite. Donc de sortir de cette logique, on planifie, comme ça on limite la quantité. Et après on sait que les collègues font pareil. Et après on livre ensemble. Donc voilà, c'est réapprendre à penser et à travailler ensemble et à sortir de la logique de moins on est, plus on s'en sortira. Non, plus on sera, plus on arrivera à porter ce besoin de prise de conscience, ce besoin de débat au niveau de notre alimentation, de la réalité de la production paysanne qui est réellement aujourd'hui en danger, et puis toute la question climatique et autres qu'il y a autour. Pour autant, vous n'avez pas décidé de créer une structure centralisée, une sorte de plateforme de distribution de vos produits, parce que vous reconnaissez que l'évolution historique de l'agriculture ces 50 dernières années, elle s'est aussi beaucoup appuyée sur des formes coopératives au départ, qui sont devenues des véritables monstres qui commandent au marché et qui sont souvent dans des situations de quasi-monopole. Hein. Ici en Suisse, un des plus gros acteurs de la commercialisation à l'amont et à l'aval agricole, c'est une coopérative qui est FENACO, ou pour donner un exemple plus local, en maraîchage, c'est une coopérative qui est l'Union maraîchère genevoise. Et il me semble que c'est un des intérêts, on l'a vu déjà avec Jojo sur les semences, c'est un des intérêts de ce projet, c'est qu'on est dans une zone intermédiaire entre le très petit et le très très grand. Et que c'est un des intérêts du projet, mais c'est aussi une de ses grandes difficultés. Et c'est en fait aussi la difficulté qu'on rencontre par rapport à l'agriculture urbaine ou à l'agriculture intégrée dans le quartier. C'est une des grandes difficultés, c'est de savoir où bien se situer et comment se donner les bons outils par rapport au volume qu'on décide de produire, de distribuer et de consommer, quoi. Il me semble que c'est là le défi face auquel on est actuellement. Et en fait, c'est un des défis majeurs par rapport à cette question d'agriculture et changement climatique, parce qu'on doit sortir de l'agriculture industrielle, mais on ne doit pas non plus entrer dans une agriculture insulaire ou extrêmement petite et fermée, quoi. Voilà, moi je vous propose que si on a fait ce premier tour de table, on passe la parole au public qui peut poser des questions, oui. J'avais juste deux questions. Vous êtes où à Choulais? Et puis la deuxième, est-ce que vous avez des contacts avec cette ferme alternative en haut de Cardaval? Alors, on est à Choulais, au chemin des Princes. Alors on s'appelle bien Ferme des Verpillières et pas Domaine des Verpillières, parce qu'on a des collègues qui ont pris le même nom que nous et qui font un tout autre travail et qui nous font pas mal de tort, donc ne pas confondre s'il vous plaît. On est au chemin des Princes, on est en face de la prison de Chandelon, il y a juste la SEMA qui nous sépare pour situer géographiquement, donc à l'extérieur du village. Les liens avec la ferme de la Touvière, oui on en a. On en a eu beaucoup. À l'origine de la création, de la reprise de cette ferme. Aujourd'hui, le lien qu'on maintient, c'est qu'on produit du lait de brebis qu'on livre dans leur laiterie, donc dans l'équipe qui gère le troupeau de chèvres, et ils produisent avec ce lait des yogourts, un peu de fromage. Donc c'est ça pour l'instant le lien qui nous lie réellement avec cette ferme. Monsieur ? J'ai une question pour les fermiers des vergers. Les côtés éducatifs. Il faudrait que vous nous expliquiez au mieux à tous les membres qu'il y a l'État de Genève qui subventionne une agriculture industrielle qui est appelée Genève Terroir. Vous avez vu les serres chaudes avec les cheminées qu'il y a? Moi j'ai fait des photos. C'est vraiment, il faudrait organiser par vous une visite guidée de ces serres-là. Parce que là, on a clair de ce que ça veut dire à Genève l'agriculture industrielle.
en plus avec l'argent, notre argent, parce que c'est le département de l'agriculture qui a donné de l'argent à fond perdu à ces grands fermiers-là, que vous connaissez sûrement très bien. Combien c'est tout un cycle hors terre, hors sol, totalement hors sol. En plus en utilisant du mazout pour chauffer. Sans compter, bon, c'est vraiment, j'ai passé une demi-journée pour prendre des photos, pour regarder quand ça se roule. Vraiment, c'est... Mais ça, c'est la belle Genève terroir à la Migros. Si vous achetez Genève terroir, c'est ces légumes-là. Merci. Alors, je ne sais pas si la ferme des vergers, vous donnez la mission, dans votre mission pédagogique aussi, de désigner les dérives de l'agriculture industrielle. Non, mais c'est une question intéressante que vous posez. C'est une question intéressante que vous posez. Je pense en effet qu'on ne peut pas, on ne peut pas simplement promouvoir des alternatives. On est à un moment où, c'est vrai, il faut aussi désigner concrètement le système agro-industriel, ses dérives, et en effet le fait qu'en bonne partie il est aussi lié à de l'argent public à différents niveaux. Vous avez raison de le souligner, et je pense qu'on est souvent du côté des alternatives dans des réflexions par rapport à la rentabilité économique, etc. Et de fait, elles sont importantes puisqu'il s'agit bel et bien de rémunérer les productrices et les producteurs. Néanmoins, on oublie que l'agriculture industrielle bénéficie à divers titres de soutien, notamment de soutien public, mais aussi de soutien parce que les énergies qu'elle consomme ne sont pas payées à leur prix réel, etc. Et on oublie souvent ces aspects quand on se confronte à des changements d'échelle où on se dit ah ben non, ça va pas marcher, c'est pas suffisamment rationnel du point de vue économique. On oublie que il y a toute une infrastructure financière et économique de soutien à l'agriculture industrielle aussi qui, elle non plus, n'est pas rationnelle du point de vue économique, si on veut bien. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose sur... On dirait que non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans la mesure où le fait de revenir à une agriculture assez locale et le modèle que vous demandez, il y a toujours ce son de cloche un petit peu rétrograde du retour à des techniques un petit peu anciennes, avec les nombreux jeunes qui sont lancés dans des carrières, je dirais plutôt tournées vers l'industrie. Comment vous comptez concilier ces carrières qui sont déjà amorcées avec de tels modèles de développement au niveau local? Je ne sais pas si la question est assez précise. Si, c'est clair, je crois. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Parce que, enfin, moi j'ai une formation d'ingénieur actuellement, et j'ai fait le constat qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent sur ces problématiques-là, qui ont envie de consommer mieux, et qui du coup se posent la question, est-ce qu'il faut que je plaque tout pour revenir à devenir agriculteur, comme monsieur l'a expliqué, ou est-ce que je continue dans ma formation actuelle et je cherche à trouver un compromis entre une formation d'ingénieur par exemple, mais ça peut être d'autres métiers, et ce type de modèle économique? Merci. Alors Joël, tu n'es plus très jeune, mais tu peux répondre. Alors, moi, à Semences de Pays, on a beaucoup de gens qui arrivent, qui viennent d'autres filières, qui ont déjà fait leurs études, qui ont déjà des formations, qui ont déjà une situation et qui viennent, qui disent « Ah, on aimerait commencer à voir qu'est-ce que c'est ce travail » parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est complètement à côté et on veut commencer autre chose. Donc, pour moi, en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont fait ce choix-là, de se dire, jusqu'à maintenant, on m'a formé d'une certaine façon, je me suis formé d'une certaine façon, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Je vois que le monde que ça crée, et donc qui font tabula rasa et qui reprennent à zéro quelque part. Après, je pense que quand quelqu'un a déjà une formation
d'ingénieurs, on peut imaginer quand même qu'il y a pas mal d'applications à cette connaissance qui peuvent aller dans le sens d'un changement. Et typiquement, dans une école agricole, essayer de remettre en place une moyenne mécanisation qui a disparu, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les machines, elles ont toujours été vers le plus grand pour justement travailler sur l'industriel. S'il y a toute une recherche qui se fait pour recréer des outils à une échelle moindre, ce qui ne veut pas dire nécessairement retourner au travail à la houe, mais peut-être justement trouver des techniques pour une agriculture de taille moyenne, c'est typiquement des choses qui peuvent être apportées par des gens qui ont ces connaissances-là. Guillaume, toi, tu es jeune. Alors quoi, si on te donnait un domaine de 100 hectares avec une grosse moissonneuse-batteuse, tu le prends ou tu gardes ce que tu as? Tu veux pas te prononcer? Non, t'es pas obligé. Non, en l'état, je le prendrais pas, non. Après, le prendre, mais l'imaginer différemment avec plus de monde. C'est ça. Donc justement, avec des personnes qui seraient intéressées par se réorienter ou faire les choses différemment. Et on pourrait dire morceler ou le diviser ou se mettre à plusieurs et chacun avoir des domaines plus petits. Thomas, toi t'es jeune? Je suis entre deux. Non, mais à part ça, je trouve la question très intéressante. Je la comprends tout à fait, je la trouve très intéressante. Après, moi, il y a quand même un aspect que cette question relève, c'est tout le côté de la montée administrative et bureaucratique de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on mange. Nous, sur la ferme, cette année, ça a été l'année où on a dû mettre une puce électronique à chacune de nos brebis. Donc moi, j'en comprends pas la raison. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'identifier comme ça, au niveau fédéral et même plus loin, l'identité de chacune de nos brebis qu'on a sur notre ferme? On en a 25. Elles sont toutes enregistrées quelque part et elles ont un code, une puce. Si la puce se perd, on doit payer et remplacer pour que ce soit exactement le même code. Donc là derrière, il y a toute une recherche, et on est dans le monde des ingénieurs. Il y a tout un développement de logiciels, il y a toute une chaîne de rôles, de bureaux, de gestion pour gérer tout ça. Pour en fait gérer quoi? On gère le contenu de ce qu'on aura dans nos assiettes. On n'en est pas encore là au niveau des salades, mais si on passe la parole à Joël, si on regarde le travail les sélections, pas les sélections qu'il fait lui, mais ce que fait l'industrie, on va aussi très très loin. Pour garantir une qualité, une précision, une forme qui soit exactement toujours la même. Et en fait, on veut tout maîtriser. Donc effectivement, comment rendre compatible la volonté de pouvoir avoir un travail humain de production, qui soit dans des rapports humains avec ceux qui veulent manger ce qu'on produit, qu'on soit capable encore d'avoir quelque chose à se dire, plutôt que livrer un légume avec une puce collée dessus qui va tout garantir, et en fait ça ne sert plus à rien que je vienne livrer ma salade dans le quartier. Moi, ça c'est la grande question qui me pose réellement un problème. Si effectivement on donne toute la main à l'industrie et donc aux ingénieurs, à ces ingénieurs d'aujourd'hui peut-être, c'est ceux qu'on a créés ou que la société moderne a créés aujourd'hui, ben en fait ils sont assez en contradiction avec tout ce qu'on défend. Ils viennent chez nous, ils veulent prendre ce qui leur intéresse, souvent ils ne nous payent pas pour ça, mais ils prennent ce qu'on commence peut-être à créer qui peut être intéressant pour essayer d'y développer. Mais en fait, voilà, ce que disait Joël avant, effectivement, je pense qu'il y a du travail qui peut être intéressant pour des ingénieurs pour redévelopper certains outils qui sont adaptés à ce qu'on défend aujourd'hui. Typiquement, je parlais de traction animale. Moi, je veux bien avoir quelqu'un qui vient, mais dans un lien de collaboration. Comme je collabore avec un boulanger, un boucher, je veux bien un ingénieur avec lequel je collabore. Il reconnaît la valeur de mon travail, je reconnais le sien, mais il ne vient pas utiliser ce que j'ai acquis au fil des années. Et on essaye de concevoir comment est-ce qu'on peut garder en efficacité tout en travaillant avec l'âne, qui est peut-être complètement, effectivement, chez nous on rigole, il y en a qui disent c'est le Moyen-Âge. Oui, c'est le Moyen-Âge, mais peut-être qu'on pense quand même différemment et qu'on va quand même arriver à un résultat différent. Et s'il y en a qui veulent l'aider, avec grand plaisir.
Je voudrais peut-être ajouter encore une chose avant de passer la parole plus loin. C'est que vous avez utilisé le mot rétrograde, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment radicalement retourner cette perspective. Le progrès, il est de notre côté, résolument. Ce qui se passe, c'est que cette notion de progrès, elle a été ces 50 ou 70 dernières années confisquée dans une optique très particulière qui est une optique industrielle et d'accumulation du capital. Le mot a été verrouillé autour de ça, c'est-à-dire que est progressiste, disons ce qui correspond à cette logique, mais la réalité aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse qui se produit, quoi. C'est-à-dire que le progrès et les valeurs d'émancipation, elles sont du côté de projets qui valorisent les liens, du côté de projets qui valorisent la coopération et la collaboration. Et pour aller disons pour être plus concret, je vous engage, si vous êtes intéressé par ces thématiques, à visiter le site internet de l'Atelier Paysan, qui est une coopérative française qui s'est donné pour objectif un objectif d'amélioration des outils agricoles, mais dans un cadre de collaboration avec les paysannes et les paysans qui les utilisent. Notamment dans un cadre de collaboration qui inclut l'acquisition de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout de rendre les gens autonomes dans la fabrication, la réparation de leurs outils et la conception éventuellement de nouveaux outils. Mais donc c'est un cadre où on n'envisage pas que, par exemple, que l'amélioration soit toujours une bonne chose ou que l'accélération soit toujours une bonne chose. Donc il y a une décision, et ils ont beaucoup réfléchi à ces questions-là, une décision de changer le regard sur ce que c'est que le progrès et d'envisager que ce soit plutôt disons un progrès émancipateur socialement et écologiquement, disons. Reto ? Oui, je veux revenir sur le même sujet au niveau de notre problème très très concret qu'on a de travailler avec les écoles. Aujourd'hui, avec les cuisines scolaires, tout le monde est d'accord, les cuisiniers de la cuisine scolaire, la commune, les paysans, ils sont d'accord qu'ils aimeraient bien travailler ensemble, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit d'amener des légumes directement dans une cuisine parce que pour ça, il y a des règles d'hygiène. Les règles d'hygiène, ça veut dire qu'un légume qui vient, même s'il est lavé 3 fois d'une ferme, il est en définition des services d'hygiène, pas des principes d'hygiène, il est sale. Donc il faut un frigo spécial pour les recevoir. Et ça, les cuisines, ils n'ont pas prévu. Donc, et aujourd'hui, si je viens aux techniciens, on a besoin des techniciens qui réfléchissent à ces lois qui sont faites pour les très grandes unités. Et on n'a plus de lois qui sont adaptées simplement à une collaboration très pratique où on est encore d'accord de prendre un minimum de risques et de pouvoir travailler dans un cadre de bon sens, simplement ensemble. Et si on cherche des techniciens aujourd'hui, on trouve des techniciens qui appliquent les règles parce que plus personne veut prendre un risque. Le cuisinier, il ne peut pas prendre le risque parce qu'il dit sinon je suis licencié ou ma boîte elle est fermée. La commune, elle ne veut pas prendre le risque parce que ce n'est pas son domaine de prendre des risques dans ce domaine-là. Et il n'y a pas de technicien qui vient vous expliquer ou de faire un protocole. Ben, si vous voulez travailler ensemble, ben voilà comment vous pouvez faire encore dans un minimum de bon sens où vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le cadre d'une alimentation vraiment industrielle qui est la 4e gamme, où finalement vous ne savez plus très bien d'où ça vient, mais vous savez que c'est au niveau d'hygiène, c'est parfait. Et on est vraiment coincé aujourd'hui pour avancer même très concrètement dans le projet alimentaire du quartier, pour travailler avec les crèches qu'on a dans le quartier et aussi les écoles, de trouver des protocoles qui nous permettent d'avancer et de prendre collectivement ce risque de travailler peut-être avec des nouveaux normes ou de créer des nouvelles lois. Et pour ça, il faut des techniciens qui sont très bien formés, mais qui peuvent faire la part des choses. Qui pas simplement appliquer les règles, parce que ça on a, appliquer les règles, c'est pas très compliqué, mais de réfléchir dans quel cadre une règle est peut-être exagérée, et si on veut réellement autre chose, ben, il faut
Il faut donner la conscience à tout le monde, ou l'assurance à tout le monde de pouvoir adhérer. Et voilà. Et ça va exactement dans le même sens qu'on a créé un monde qui est plus d'accord de prendre aucun risque, et finalement tout le monde veut du bio, tout le monde veut travailler directement entre producteurs et consommateurs, tout le monde veut certaines idées un peu idéales comme ça dans la tête, mais concrètement c'est pas possible. Mais est-ce que la solution ne serait pas politique? Elle est forcément politique, mais pour convaincre le politique, il faut avoir des arguments. Mais voilà. Il n'y a aucun conseiller qui va vous prendre, qui va prendre un risque à ce niveau-là, parce qu'il a peur d'avoir un procès après. Donc, il faut des techniciens qui sont d'accord réellement, en sachant les causes, de pouvoir convaincre. Le paysan tout seul, il ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas dire il n'y a pas de risque. C'est pas vrai, il y a des risques. Mais il faut les identifier. Et pour les identifier, il ne faut pas appliquer des règles, il faut réellement les étudier et puis voir comment on peut faire, comme on a fait depuis des siècles. Disons, moi, il y a 30 ans, on a fait ça. Les parents pourraient amener un gâteau à l'école, il n'y avait aucun problème. Mais de temps en temps, il y a eu des problèmes. Mais c'est quand même relatif. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et donc, ça devient très... Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais donner Oui. un exemple, comme je suis italien, des pâtes, du blé dur, grano duro. Alors, on les trouve à la COP des Gragnano AOP. Après, si on va voir, la provenance du blé dur, à bonne moitié, elle vient du Canada. Glyphosate et y compris OGM. Donc, quand on choisit, moi je suis italien, donc les pâtes sont importantes, on peut se retrouver des pâtes AOP, hein, avec du glyphosate et OGM, parce que comme la production italienne de blé dur, heureusement qu'à la fève on a Alcenero et là on est bien loti, elle doit recourir à l'importation. N'en parlons pas des barils, là c'est encore plus. N'achetez jamais des pâtes barils, même en nation, laissez tomber barils, c'est le pire du pire. Agnesi aussi, Agnesi c'est Nestlé, laissez tomber tout ça. Mieux celle de la fève, beaucoup mieux celle de la fève. Merci pour ces conseils avisés. S'il n'y a pas d'autres questions... Oui. Ouais. En fait, je me demandais, vu qu'on est au verger et qu'il y a quand même d'autres commerces, hein, il y a la Microvoy qui est là, il y a d'autres, qui a des restaurants et tout. Quelle est la démarche de nos paysans et paysannes participatifs envers ces autres institutions, on va dire, qui sont dans ce quartier? Est-ce qu'il y a un projet de quartier qui permet d'avoir aussi un dialogue avec ces institutions, dans le sens de produits sains et de produits locaux, comme ça, dans lesquels on pourrait aussi les embarquer. Alors, en tant que paysans participatifs, on est tous impliqués dans ce projet, au niveau du SPP, mais au niveau vraiment de ce SPP qui doit être ce coordinateur de tout ce quartier, de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut parvenir à repenser l'approvisionnement en nourriture d'un quartier. Donc c'est très clair que ça englobe dedans tous les partenaires alimentaires du quartier. Le seul, effectivement, que je mettrais un peu de côté, c'est Migrovoy. Migrovoy, il y en a quand même un rapport un peu aujourd'hui particulier avec eux, puisque c'est eux qui ont pris l'arcade qui à l'origine nous était destinée. Dans la négociation avec eux, effectivement, Monsieur Migros, dont j'ai oublié son prénom,
donc j'étais dans la négociation, il m'a très clairement proposé de me dire mais il n'y a pas de souci, abandonnez votre projet, nous on va acheter vos légumes, il n'y a aucun problème. Mais toute la démarche derrière de réflexion au niveau du quartier, de repenser le modèle paysan qu'on veut mettre en amont, il le piétinait complètement. Lui, en fait, il n'avait qu'un seul modèle, c'était le modèle économique. Il devait implanter 3 Migrovoy à Genève parce que le modèle Migros était un petit peu en baisse de chiffre d'affaires. Et donc, il voulait vraiment axer sur le local et le bio. Et donc, le local et le bio, c'était le modèle Migrovoy qui était surtout développé en Suisse allemande. Et du coup, ils avaient décidé d'en implanter 3 à Genève. Un des 3, il était au verger. Donc de toute façon, c'était décidé, de toute façon, c'était eux. Donc la seule petite porte qu'ils pouvaient nous proposer, c'était de dire « Ah, mais venez avec vos légumes, nous, on va vous les acheter, il n'y a aucun souci. » Donc je crois que c'est très clair. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Eux, ils ont purement des enjeux économiques. Nous, on veut aller bien au-delà de ça. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas du tout imaginer une collaboration avec eux. Parce qu'on veut réellement arriver à repenser le lien et qu'est-ce qu'on veut comme quartier ou comme société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut manger et qui est-ce qu'on aimerait qui produise ce qu'on veut manger aujourd'hui. Il y avait monsieur ici et puis Reto ensuite. Oui, je m'adresse spécialement à Thomas. Est-ce que vous, les paysans participatifs, ceux qui sont un peu comme toi, est-ce que vous êtes assez nombreux pour nous nourrir, nous, ce quartier des Vergers, projet SPP, essentiellement fondé sur le quartier, ou bien même plus? Alors c'est très clair qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on veut être plus nombreux. Tout simplement, dès le début, on a créé ce statut du paysan participatif parce qu'aujourd'hui, on est dans le contexte où la crise agricole fait que chaque paysan essaye d'attraper le premier petit créneau, il peut livrer un produit. Mais le problème, c'est que moi, je suis convaincu que ce modèle-là n'amène à rien du tout. Ça va sauver quelques paysans s'ils arrivent à créer des créneaux pour arriver à livrer leur production. Mais si on ne va pas jusqu'au lien profond, de recréer le lien entre le paysan et le quartier, de se reposer la question de pourquoi est-ce qu'on mange tel ou tel produit, comment on le produit, est-ce que c'est valable de le produire à long terme, qu'est-ce qu'on veut manger aujourd'hui. Si on n'élabore pas tous ensemble ce nouveau projet de production et d'alimentation, ça va être du superflu pour quelques années. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé dès le début le statut du paysan participatif. C'est-à-dire que le paysan qui est d'accord de produire sur sa ferme, mais qui est d'accord aussi de sortir de la ferme pour aller penser avec les citoyens et de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Donc du coup, effectivement, on est peu nombreux, mais on est très clairement ouvert. Tous les paysans qui veulent venir nous rejoindre pour penser le projet avec nous, ils sont les très bienvenus et pour bien sûr du coup aussi livrer et penser leur production en fonction des besoins du quartier. Ah oui, tous ceux qui sont revenus, on leur a clairement dit. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça fait peur. Et j'en suis très déçu. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, ils disent non, j'ai autre chose à faire. Moi, je suis convaincu que c'est risqué. Que je pense que si on veut arriver à imaginer un nouveau modèle, il faut qu'on prenne le temps de le penser ensemble. Et après, on peut retourner produire. Et voilà. Reto ? Oui, juste au départ, pour le moment, on est bien assez par rapport aux relations qu'on a réussi à créer avec le quartier. Si on voit ce qu'on peut produire aujourd'hui, ça dépasse de loin ce que les gens, pour le moment, sont conscients de vouloir acheter dans cette filière. Mais dès que ça dépasse, il n'y a pas de problème de trouver les partenaires. C'est un enjeu à long terme, si dans tous les quartiers, et c'est un peu devenu la mode, dans les nouveaux quartiers, de créer des mêmes réseaux, c'est effectivement, ça va faire une pression sur la création des nouvelles fermes. Donc et là, on est coincé au niveau politique qu'aujourd'hui, Berne, ou les lois fédérales, ils nous interdisent de subdiviser les fermes ou de créer des nouvelles unités de production à l'intérieur des grandes fermes. Mais ce qu'on a besoin à long terme, c'est sûr, si on fait la promotion des modèles comme ce quartier, on a besoin sur Genève beaucoup plus de petites unités de production, même s'ils sont à l'intérieur des grandes fermes.
C'est possible. On pourra de nouveau dire l'agriculture manque de bras. Ben, complètement, on pourrait dire ça, mais je crois qu'il y a des bras qui sont... En tout cas, nous, on a régulièrement l'impression que dans les écoles, il y a des jeunes qui veulent reprendre une agriculture, qui voient une perspective s'il y a une valorisation possible des produits. Donc, c'est des modèles qui fonctionnent économiquement, même en petite échelle. Donc, je crois qu'il y a des bras, mais il y a quand même toute une infrastructure et il y a tellement de choses qui doivent se mettre en place pour que ça joue dans tous les sens et que voilà, ça prend simplement du temps. Merci. Et puis encore, juste un petit mot pour la Migros. Moi, j'étais souvent discuté plusieurs fois, négocié avec la Migros et sincèrement, vous n'êtes jamais au bon endroit. À la Migros, on négocie pas. C'est simplement décider déjà. Et si vous êtes en face d'un technicien qui vous discutez le prix, qui vous dit très clairement que c'est dommage que vous ne pouvez pas vivre avec le prix qu'il vous offre, mais la réponse qu'il dit, c'est pas, moi je suis pas vous n'êtes pas la bonne adresse, moi je dois vendre, ça c'est mon boulot. Si vous voulez régler votre problème, il faut chercher des techniciens qui vous permettent de produire moins cher. Donc, on est vraiment dans une structure où si vous n'allez pas à Zurich convaincre la direction que vous voulez quelque chose, vous n'avez rien du tout. Ici, les gérants dans les Migros, comme ça, ils ne peuvent pas discuter avec vous. Ils ne peuvent rien négocier. On est vraiment dans une structure très, très centralisée. Migros Voice, c'est un tout petit peu différent, mais au fond, c'est quand même la même structure. Ils ont un peu plus de liberté sur certains produits parce qu'ils sont des gérants. Comme ils ont un statut de gérant, ils ont un peu plus de liberté. Mais c'est vraiment très très difficile. Et comme aujourd'hui, en gros, c'est la même chose. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on peut conclure peut-être en disant qu'on est très content de participer à cet événement SLO et à plus forte raison à l'Auberge des Vergers, puisque pour nous ça matérialise un peu, ou ça commence à matérialiser un peu ces liens qui existent déjà à travers le magasin, etc. Mais ces liens qu'on voudrait renforcer avec les habitantes et les habitants du quartier et aussi avec les différentes entités du quartier comme l'auberge ici. Et puis on est content de participer à ce programme agriculturel. Un programme agriculturel qui se poursuit dimanche prochain chez Villy-Créteny, c'est pas très loin d'ici. On peut y aller à vélo par exemple. Je ne sais pas les autres dates, mais il y a toutes sortes de dépliants possibles sur les tables. Voilà. Vous dire aussi que sur la table de presse qui est là, vous avez toutes sortes d'informations sur le projet alimentaire de quartier. En vous voyant, j'ai l'impression que vous êtes assez bien informés. Du coup, c'est peut-être pas à cette littérature-là que vous allez vous intéresser en premier lieu, mais plutôt à celle qui est en bout de table. On a un petit stock de différents ouvrages qui sont tous très intéressants autour des questions agricoles, soit de questions agricoles tout à fait actuelles, comme les livres de Fabrice Nicolino, ou des questions avec des ampleurs historiques un peu plus vastes, comme le livre de Yannick Ogor, ou le livre sur la révolte des paysans de Thomas Munzer, où là on est vraiment très très en arrière dans le temps. Je vous invite à les consulter, éventuellement à les acheter. C'est aussi là qu'il y a de la sensibilisation possible pour comprendre dans une grande ampleur historique l'évolution et comment on en est arrivé au point où on en est aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot de conclusion, quelqu'un d'autre. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Du coup, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite un bon appétit. Et je ne sais pas à quelle heure sont les concerts. Alors, à 15h et 16h, concert ici même. Et puis tout à l'heure, à partir de 13h, je crois, il y a le repas qui est servi ici. Bon après-midi.